Bonjour, je suis Joseph Chouefati et je suis heureux de vous présenter Monétique, le podcast de la finance responsable et éthique pour comprendre les enjeux environnementaux et sociaux de votre argent, que vous en ayez un petit peu ou beaucoup. Car oui, dès le moindre euro sur votre compte bancaire, votre argent a de l'impact. Monétique se veut ludique et sans filtre. À chaque épisode, vous pourrez retrouver un expert du domaine de la finance verte et de nombreux conseils pour mieux orienter votre argent. Si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour nous soutenir. Avant de commencer ce podcast, je voudrais rapidement vous parler de Goodvest. Goodvest, c'est une entreprise à mission qui propose de l'épargne responsable et transparente avec pédagogie. Vous pouvez faire fructifier votre épargne facilement, en accord avec vos valeurs, et investir dans le monde dans lequel vous voulez vivre. Je vous invite à visiter le site goodvest.fr pour en savoir plus. Lors de l'épisode précédent de Monétique, j'ai eu le plaisir de rencontrer Antoine Join, qui est directeur de la mesure des impacts et des stratégies associées chez Utopie, dont la mission est de mesurer l'impact écologique et socio-économique des entreprises, puis de les aider à mettre en place des stratégies de la transition afin d'avoir un impact plus positif. Aujourd'hui, on va s'intéresser au respect de la trajectoire 2 degrés du réchauffement climatique dans les portefeuilles d'investissement avec Thibaut Gérardi, qui est Senior Manager chez 2 Degrees Investing Initiative. Bonjour Thibaut, bienvenue pour ce 9e épisode de Monétique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler de ton parcours ? Bonjour Joseph, merci beaucoup pour l'invitation, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, oui, donc de mon côté, Thibaut Gérardi, comme tu disais, je suis Senior Manager chez 2 Degrees Investing Initiative. En termes de parcours, alors j'ai un parcours qui va te sembler un peu atypique. À la base, je suis ingénieur forestier. Okay. Donc pour parler de changement climatique dans les portefeuilles financiers, c'est peut-être pas la première chose à laquelle tu penses. Quand j'étais petit, je rêvais plus de gérer des forêts que des portefeuilles financiers, justement. Okay. Et en fait, mon parcours s'est un peu construit au fur et à mesure de mes expériences. Pour faire ingénieur forestier en France, il faut faire une école d'agronomie et de sciences du vivant. C'est là que j'ai découvert que en fait, les sujets environnementaux et de développement durable étaient aussi importants pour les entreprises. Et je me suis dit, peut-être qu'il est possible d'avoir plus d'impact en travaillant pour une entreprise qu'en travaillant pour un organisme comme l'ONF, par exemple. Okay. Et du coup, j'ai voulu compléter mon diplôme d'ingénieur par un diplôme en école de commerce. Et c'est là que j'ai découvert, ou en tout cas réalisé, qu'il y avait encore une étape au-dessus des entreprises, qui était l'industrie de la finance. Et que pour avoir de l'impact, travailler au niveau de la finance avec des institutions qui gèrent des dizaines, voire des centaines d'entreprises, ça voulait aussi dire démultiplier son impact. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la finance. En sortant d'école, je suis passé en société de gestion pour faire de l'analyse ESG. Ok, quelle société de gestion ? Astorg, okay. Qui est une entreprise qui fait du capital investissement. Avant de rejoindre l'équipe en conseil développement durable de PwC à Neuilly. Et là, j'ai travaillé pendant 5 ans pour faire des projets à la fois sur le changement climatique et sur la finance responsable. Donc on accompagnait tout type d'entreprises, à la fois des PME, à la fois des institutions financières, comme des entreprises du CAC 40, okay. Sur des sujets très variés, allant de l'empreinte carbone jusqu'à la stratégie climat. En passant par l'analyse de cycle de vie ou le reporting extra-financier. Et il y a un peu plus d'1 an, j'ai eu une belle opportunité de rejoindre 2 Degrees Investing Initiative, qui à l'époque lançait un grand projet avec l'ADEME qui s'appelle Finance Crime Act. Et donc je me suis dit, au sein d'un think tank, peut-être toujours dans cette logique d'impact, que je pourrais avoir encore plus d'impact qu'au sein d'un cabinet de conseil. Et donc j'ai pris le pari de rejoindre 2DI, pari que je ne regrette pas du tout, puisque depuis 1 an, je travaille sur des sujets très très intéressants, avec des acteurs très très intéressants aussi. Ok, en plus tu es arrivé à un momentum où c'est vrai que la question de la transition écologique dans la finance prend de plus en plus d'importance. Écoute, depuis que je suis rentré dans le milieu professionnel, je me rends compte que c'est vraiment en train d'exploser. Quand je suis arrivé chez Astorg, ils n'avaient pas d'équipe ESG, c'est moi qui commençais à prendre le sujet en main. Et maintenant, tu regardes n'importe quelle institution financière, elle a à minima un analyste, voire toute une équipe. On a beaucoup d'attention de la part à la fois des institutions financières, mais aussi des pouvoirs publics et de nos différentes parties prenantes. Donc, un sujet qui peut avoir de l'impact, justement, en ce moment. Ok. Très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer simplement, dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites chez, tu dis 2DI ?
Alors, Today's Investing Initiative ou 2DI. 2DI, ok, chez 2DI du coup. Parce que justement, nous sommes un think tank international. D'accord. Donc, en tant que think tank, on a des bureaux à travers le monde, à Paris, Berlin, Londres, Bruxelles, New York. Ok. Une équipe d'une quarantaine de personnes. 2DI est un think tank qui a été créé en 2015 avec justement cet objectif, suite aux accords de Paris, d'aligner les marchés financiers avec les objectifs de degré de lutte contre le changement climatique. Et donc notre rôle en tant que think tank, c'est de produire du contenu et de la recherche et de la mettre à disposition du marché et des autorités publiques pour essayer d'influencer les pratiques de marché et vraiment atteindre cet objectif de réaligner les marchés financiers sur les 2 degrés. Pour faire ça, en fait, on intervient à différents niveaux. On fait à la fois de la recherche vraiment au sens fondamental. Sur la base de cette recherche, on développe des méthodologies. Donc plus tard, on parlera par exemple d'une méthodologie qu'on a développée qui s'appelle PACTA. Ces méthodologies, pour les mettre en œuvre, on développe différentes infrastructures, des logiciels. Par exemple, PACTA, il y a une plateforme en ligne, il y a des logiciels qui peuvent être téléchargés par les banques. Et pour s'assurer de l'utilisation de ces infrastructures, on engage avec une multitude de parties prenantes, que ça soit aussi bien les pouvoirs publics que les institutions financières elles-mêmes, et de plus en plus maintenant même avec les épargnants en direct. Ok, d'accord, même auprès des épargnants directement. Mm. Et du coup, donc toi aujourd'hui, précisément, quel est ton rôle chez 2DI? Alors moi j'ai 2 casquettes. J'ai rejoint 2DI pour m'occuper côté du think tank du projet Finance Climate. Donc Finance Climate, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne de 18 millions d'euros sur 5 ans, qui est coordonné en France par l'ADEME et avec un consortium constitué d'une 7 acteurs en tout, il me semble. On a notamment les 2 superviseurs, on a le CGDD, MTES, on a Finance for Tomorrow, on a d'autres think tanks, d'autres cabinets de conseil. Et ce projet vise à mettre en œuvre le plan d'action finance durable de la Commission européenne au niveau français. Okay. Donc moi, sur ce projet-là, je suis en coordination. Comme le projet couvre nos différents programmes de recherche, c'est moi qui m'assure de bien embriquer les programmes entre eux, de gérer les équipes et de s'assurer que la recherche qu'on développe s'intègre bien dans le cadre de ce projet. Et après, au sens plus large, je suis aussi en gestion de l'équipe parisienne, donc du bureau de Paris. Donc là, ça va au-delà du projet, c'est vraiment s'assurer que les activités qu'on mène en France s'inscrivent bien dans les activités du réseau international de 2DI. C'est suivre les équipes, suivre les projets, s'assurer qu'on délivre bien sur les engagements qu'on a pris, développer le réseau, parce que pour un think tank, c'est bien de faire de la recherche, mais il faut que la recherche puisse être diffusée, donc il faut se faire entendre. Et c'est aussi la recherche de financement, puisque évidemment, même si on est financé essentiellement par du financement public, il faut quand même aller chercher ces financements-là. Ok, très clair. Et donc, vous vous définissez comme un think tank. Est-ce que vous faites seulement de la recherche ou non, justement, tu disais que vous travaillez également pour les particuliers, pour des sociétés de gestion? Exactement, ouais, vraiment ce qui m'a plu chez 2DI, c'est qu'on se différencie, je trouve, beaucoup des autres think tanks qui sont sur de la recherche vraiment pure et dure, alors que nous, on a vraiment cette logique intégrée dont je te parlais. Et du coup, ça nous permet vraiment de concrétiser la recherche que l'on mène et de rendre concret cet impact qu'on peut avoir. Tu vois, quand on engage directement avec les pouvoirs publics. Récemment, on a beaucoup travaillé autour de l'écolabel européen. Toute la connaissance qu'on a produite et tous les messages qu'on a fait passer autour de ce sujet-là, à la fin, on les retrouve directement pris en compte dans la dernière version de l'écolabel. PACTA, on l'a développé, mais on le met aussi en œuvre avec différentes institutions financières, même parfois au niveau national. En Suisse, on a quasiment 75% du marché financier suisse qui utilise PACTA grâce à une action qu'on a mis en œuvre avec le gouvernement. On a effectué ça aussi au Liechtenstein, on a effectué ça aussi en cours en Autriche. Et un de nos objectifs, c'est de pouvoir travailler avec Finance for Tomorrow
pour répliquer ce type de programme aussi en France et avoir toutes les institutions financières qui fassent de la mesure de portefeuille, justement. Ok, d'accord. Et du coup, justement, donc vous avez pas moins de 5 programmes de recherche différents, dont Pacta. Est-ce que tu peux les présenter un par un? Oui. Alors, pour chacun des programmes de recherche, on a donc cette logique intégrée dont je te parlais, de la recherche jusqu'au marché. Le premier, c'est celui qui est à la racine vraiment de tout DI, c'est PACTA, pour Paris Agreement Capital Transition Assessment. Donc c'est vraiment un programme qui vise à mesurer l'alignement des marchés financiers sur les objectifs de Paris. Le principe est assez simple. En fait, on regarde au niveau d'un portefeuille l'exposition à des technologies clés pour le climat, comme les énergies fossiles, les énergies vertes, les véhicules thermiques, les véhicules hybrides, etc. Et on regarde si la composition du portefeuille des institutions financières, au regard de ces technologies, est cohérent avec ce qu'il faudrait dans un monde 2 degrés. Okay. Et donc, ça permet aux institutions financières de faire un diagnostic et de comprendre si elles ont besoin de plus investir dans certains secteurs, de désinvestir d'autres secteurs, mais surtout, et c'est notre message principal, c'est que ça ne doit pas se résumer à ces logiques d'investissement, désinvestissement, mais aussi de voir quelle entreprise accompagner pour réussir justement à faire changer leur modèle économique et leurs pratiques et à évoluer vers des pratiques de degré. Et donc justement, ce point-là fait le lien avec notre deuxième programme de recherche qui est sur l'impact. Aligner les marchés financiers, c'est bien, mais si on est dans cette logique dont je te parlais, stricto sensu, de je désinvestis du brun et je réinvestis dans le vert, au final, selon le type d'institution financière, ce qui pourrait se passer, c'est que je vends mes actions, quelqu'un d'autre les rachète, et au final, dans l'économie réelle, il ne se passe pas grand-chose. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est que pour atteindre les accords de Paris, il faut diminuer les émissions vraiment dans l'économie réelle. Et donc, on aimerait que les pratiques des institutions financières puissent contribuer à cette diminution. Donc, nos travaux sur l'impact visent vraiment à développer la recherche qui est encore à un stade assez préliminaire sur ces sujets-là et d'apporter justement les méthodologies qui permettraient aux institutions financières de déployer les actions climatiques qui peuvent avoir le plus d'impact dans l'économie réelle. Et par exemple, pour certaines institutions financières, ça pourrait être faire du désinvestissement sur certaines entreprises, mais aussi ça pourrait être faire passer des votes en assemblée générale, des résolutions actionnariales, etc., pour forcer les entreprises à changer leurs pratiques. Et donc on a fait un mapping de toutes les actions qui peuvent être mises en œuvre. Et là, on est en train de développer des guidelines, justement, à destination des institutions financières pour leur permettre de maximiser l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'économie réelle. Cette logique d'impact, on l'a développée en lien aussi avec un troisième de nos programmes de recherche qui est autour de l'investissement de détail. Donc tout à l'heure, je te disais que de plus en plus, on travaille en direct avec les épargnants. Et c'est justement l'objet de ce programme de recherche. Avec Thrift, par exemple, aussi. Avec Thrift, notamment, avec Léo, tout à fait, qui était chez vous, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Et donc, en fait, nous, ce que l'on cherche à faire, c'est par certains aspects un peu similaires à ce que Rift cherche à faire. C'est-à-dire, déjà, dans un premier temps, sensibiliser les gens au sujet et leur faire comprendre que leur argent ne dort pas, mais qu'en plus, ils ont un pouvoir et ils peuvent influencer l'utilisation qui est faite de leur argent. Et ensuite, nous, autour de ça, on développe, comme on est un think tank encore une fois, tout un tas de recherches. Le premier type de recherche que l'on mène, ça peut paraître assez fondamental, mais c'est comprendre les attentes des épargnants. En fait, je te dis, ça peut paraître assez fondamental, mais au final, si tu vas voir quelqu'un et que tu lui demandes est-ce que vous voulez investir ou pas dans le nucléaire avec votre argent, peut-être qu'il va te dire non, parce qu'il pense que le nucléaire, c'est mauvais pour le changement climatique. Mais en fait, peut-être qu'il a une vision biaisée et qu'il te dit non, alors qu'en fait, c'est mauvais pour l'environnement au sens large et que s'il voulait vraiment contribuer à la transition énergétique, il aurait un intérêt à investir dans le nucléaire. Donc nous, on n'est pas sur ces questions de est-ce qu'il faut investir dans le nucléaire ou pas, mais en tout cas, on est là pour
faire développer des programmes de sciences comportementales qui permettent de comprendre vraiment les attentes des investisseurs. Et un point qui est assez intéressant, c'est que une de leurs principales attentes, c'est justement d'avoir cet impact dans l'économie réelle. Donc ils veulent vraiment que quand leur argent est placé dans un produit d'épargne, par exemple, si on leur demande quels sont les principaux enjeux d'un point de vue environnemental pour eux, il y a une grande majorité qui répond j'aimerais que d'un point de vue environnemental, mon argent crée du changement et permette de diminuer les émissions dans l'économie réelle. Après, du coup, sur la base de cette recherche, on développe aussi des questionnaires à destination des institutions financières pour les aider à comprendre, elles aussi, les attentes des épargnants. Et pour que quand tu ailles voir un consultant, un conseiller financier, par exemple, il puisse te poser les bonnes questions pour vraiment te pousser le produit que tu recherches et pas celui qui lui vient à l'esprit en premier. Et puis pour aller au-delà de ça, on est aussi en train de développer une plateforme un peu comme Rift sur Internet, qui existe déjà en Allemagne, qu'on va répliquer en France, pour justement permettre de comprendre, de créer ton profil en fait en tant qu'investisseur sur cette plateforme et de voir quel type de produit répondrait le mieux à tes attentes. Et tout ça, en fait, vient un peu s'intégrer dans des campagnes de communication un peu plus larges que l'on mène déjà en Allemagne. Et en France, on a un gros projet de campagne de communication autour des épargnants de détail et aussi la production d'un documentaire, justement, qui vienne sensibiliser, parce qu'on a beaucoup de documentaires en ce moment, mais on en a encore très peu, en tout cas, qui soient suffisamment pédagogiques sur la question financière. Ok, il y a la Commission européenne d'ailleurs qui a lancé une campagne publicitaire il n'y a pas très longtemps. Oui, très intéressante. Vous y avez participé ou Alors, on n'était pas impliqués, nous, directement, mais justement, oui, c'est ça. C'est tout à fait l'idée de dire, dans ta vie au quotidien, tu vas prendre le vélo parce que tu ne veux pas prendre la voiture. Est-ce que ça ne t'embête pas que ton argent soit utilisé pour financer des industries avec des véhicules thermiques, tu vois? Voilà, pour le coup, ils prenaient la voiture électrique, je crois, dans Ouais. dans Donc, le reportage de la Commission voilà, européenne. donc c'est vraiment un alignement des valeurs. Et nous, c'est un peu ce type de campagne qu'on aimerait faire. Et donc, il nous reste encore 2 programmes, parce qu'on balaye très très large. On a un programme qui est sur la supervision de long terme. Donc là, c'est vraiment la gestion des risques liés au climat par les institutions financières et les superviseurs. On a une partie historique sur tout ce qu'on appelle le stress testing climatique, donc pour faire des simulations et voir en cas de choc climatique quel pourrait être l'impact sur les marchés financiers. Et de plus en plus, on élargit aux risques non conventionnels du type pandémie, nucléaire, etc. Pour voir si, là on est dans un sujet d'actualité, pour voir si les marchés financiers sont prêts à encaisser ce type de choc, justement. Okay. Et le dernier programme, c'est un programme tout récent chez nous, qui en fait s'appelle Nouveau Développement. Et donc dans ce programme-là, en fait, c'est historiquement, on se concentrait sur le climat et l'alignement des portefeuilles. Et maintenant, on essaie de voir encore plus large. Donc notamment, il y a la biodiversité qui devient un sujet très important pour les institutions financières. Et donc, on essaie de s'intéresser à ces sujets-là et de chercher des nouveaux financements pour développer la recherche, par exemple, au même titre que l'on fait de l'alignement de portefeuille pour les sujets climatiques. Est-ce qu'on pourrait faire de l'alignement de portefeuille pour les sujets de biodiversité? Et comme je te disais, par exemple, sur la partie supervision de long terme, on élargit maintenant aux risques non conventionnels et la biodiversité est un des risques non conventionnels. Est-ce que cette perte de biodiversité peut avoir un impact, in fine, sur les marchés financiers? Donc voilà, nos programmes, on balaye assez large, mais c'est que des sujets qui sont vraiment très très intéressants et on arrive vraiment à impliquer les institutions financières sur ces sujets-là, donc c'est vraiment intéressant. Donc 5 programmes et vous êtes 40. Et on est 40, on est un peu moins de 40. On est un peu moins de 40. En fait, on est structuré par petites équipes à travers les différents bureaux. Et après, on a aussi des personnes comme moi qui ne sont pas forcément rattachées à un programme particulier, mais qui font de la coordination et qui font de la levée de fonds, etc. pour financer justement cette recherche. Très clair. Alors du coup, une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous différencie dans la manière de fonctionner, dans le business model d'une société de conseil
du type Carbon 4 Finance, du type Sustainalytics, etc. Alors c'est une bonne question parce qu'on nous associe souvent à des cabinets de conseil, alors que 2DI, en fait, donc déjà à la base on a un think tank, donc une ONG, on est vraiment non-for-profit. Ok. Comme je te disais, on est très 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 largement financé par la Commission européenne et des fondations. On a aussi d'autres financements des fois qui viennent directement des gouvernements et on a un peu de membership de la part des institutions financières qui sont membres du réseau 2DI, mais ça représente vraiment une portion infime. Donc nous, on est non-for-profit. Toutes les actions qu'on met en œuvre de collaboration, par exemple avec les institutions financières, ne sont pas rémunérées. Ok. Elles sont vraiment financées par nos programmes de recherche. On est aussi donc non-commercial. On ne vend pas, comme on est non-for-profit, mais on ne vend pas non plus. Donc vos données sont en services. libre accès du coup. Donc nos données, exactement, sont en libre accès. Et c'est justement le troisième point, c'est que tout ce qu'on produit est open source. Ok. Donc Pacta, demain, tu souhaites accéder au code, tu peux le faire. Tu peux l'intégrer sur ton système informatique de ton institution financière, le développer, l'adapter, ajouter de nouveaux scénarios. Les données pour Pacta, si tu es une banque, tu peux les télécharger directement sur notre site internet. Donc c'est vraiment l'ADN de 2DI et ça nous permet en fait de garder cette indépendance qui nous permet de toujours être un cran en avant sur les sujets et sur le marché au sens large. On n'a aucun problème à dire des choses au gouvernement qu'il n'a pas envie d'entendre parce que ce n'est pas lui qui nous finance directement. On n'a aucun problème à dire aux institutions financières des choses qu'elles n'ont pas envie d'entendre parce que pareil, ce n'est pas elles qui nous financent. Et ça, c'est très important parce que tu vois, ces sujets d'impact, notamment des attentes des épargnants de détail, ce n'est pas forcément des sujets qui sont très bien maîtrisés pour le moment par les institutions financières. Et si on n'avait pas des institutions comme la nôtre, en fait, on risquerait de s'enfermer dans une logique qui est la logique actuelle du marché sans forcément chercher plus loin, alors que c'est vraiment la logique de 2DI. Après, on est dans un mélange subtil entre faire passer nos messages, mais aussi pouvoir travailler avec les institutions financières pour qu'elles utilisent nos méthodologies. Parce que développer des méthodologies qui sont en avance, mais qui sont utilisées par personne, in fine, ça n'a pas beaucoup d'impact. Donc voilà, le positionnement de 2DI, c'est vraiment un mélange subtil entre il faut qu'on fasse entendre ce qui a le plus de sens sur la base de la science. On est vraiment science-based, dans ce qu'on pousse, c'est ce qu'il y a de mieux au regard de la science. Mais il faut aussi qu'on arrive à faire passer les messages de façon intelligente pour que les institutions financières se disent « Ah oui, en effet, ils ont raison et ce qu'ils développent, ça pourrait vraiment nous être utile dans une logique alignement avec les accords de Paris. » Très clair. Est-ce qu'on peut maintenant revenir sur l'article 173 de la loi relative à la transition énergétique qui était, il me semble, co-initiée par 2Degrees Initiative Investing? Alors, on a, en effet, maintenant, alors moi, j'étais pas encore là à l'époque, c'était il y a à peu près 5 ans. Alors, on a joué un rôle important dans l'adoption de cette réglementation. C'est vraiment ce que je te disais, notre rôle de think tank en fait. C'est que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté notre connaissance scientifique aux régulateurs qui, surtout sur ces sujets-là, ne l'a pas encore. Donc, ce n'est pas nous qui avons fait la loi, mais c'est nous qui avons dit, regardez, si vous devez faire du reporting sur les sujets d'investissement responsable et ESG, on pense que c'est important de couvrir la gestion des risques. On pense que c'est important de couvrir les questions d'impact et de contribution à la lutte contre le changement climatique. Et d'ailleurs, quand tu regardes la loi, justement, ces deux sujets sont assez structurants. Tu as vraiment une partie où les institutions financières doivent reporter sur leurs pratiques de gestion des risques et une partie où ils doivent expliquer comment les actions qu'ils mettent en œuvre contribuent aux objectifs de l'accord de Paris. Donc c'est une loi qui en fait vise à mainstreamer le reporting ESG des institutions financières et même si c'est pas une loi qui t'oblige à mettre en place des structures particulières en interne, le fait de t'obliger à reporter dessus, en fait derrière ça a mis les institutions financières dans une position qui est
soit je ne fais rien et je n'ai rien à raconter dans mon rapport. Et dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec une pression du consommateur final, une pression du régulateur, une pression du marché lui-même, c'est assez compliqué. Soit je commence à mettre en place des choses pour pouvoir en parler en externe. Et en fait, quand je mets en place des choses, je recrute des personnes. Ces personnes-là, généralement, quand tu travailles dans le développement durable, tu es plutôt motivé et plutôt porteur. Et ces personnes-là mettent en place d'autres choses. Elles arrivent à sensibiliser les équipes en interne et ça fait vraiment un effet boule de neige où on est parti d'une loi de reporting qui, au final, a abouti à une loi qui a initié quand même beaucoup de bonnes pratiques en interne. Ok, très bien. Selon toi, maintenant, pour terminer sur ce sujet, avant de passer aux questions un petit peu bonus qu'on fait à la fin, pourquoi est-ce que c'est si important qu'un changement s'opère au sein du secteur de la finance et comment, là aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'on en est où dans ce changement? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est au début? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va accélérer? Parce que il me semble que c'est un des secteurs qui est le plus important de modifier le plus rapidement possible concernant les questions environnementales. En fait, pourquoi le secteur de la finance est important? C'est un peu ce que je te racontais au début avec mon histoire. C'est que avec la finance, tu es vraiment tout en haut. Quand tu es une institution financière, tu as un portefeuille avec des dizaines, voire des centaines d'entreprises dont tu peux influencer les pratiques. Entreprises qui elles-mêmes sont implantées à travers le monde et dont les pratiques peuvent avoir des impacts aussi bien positifs que négatifs dans l'économie réelle. Donc, si tu arrives vraiment à initier une dynamique au sein du secteur financier, il y a vraiment un gros potentiel de faire bouger les lignes et de changer vraiment les pratiques et d'inverser la courbe justement des émissions. Maintenant, c'est assez paradoxal puisque même si les institutions financières ont quand même beaucoup de potentiel, elles restent confrontées à une réalité, c'est qu'elles financent l'économie réelle. Et en gros, si dans l'économie réelle, il n'y a que des entreprises qui sont polluantes, c'est très compliqué d'aller initier un changement si l'économie elle-même n'est pas prête à se transformer. Et donc, on va être dans des situations où, parfois, certaines entreprises, le sens même de la logique, c'est qu'on ne pourra plus les financer parce qu'elles ne seront plus alignées avec des objectifs de degré. Il y a les assureurs qui annoncent régulièrement qui refusent d'assurer telle ou telle entreprise. Donc, Exactement. Et du coup, voilà, donc c'est un peu à la fois ce rôle d'aider les entreprises à se transformer, mais aussi de reconnaître que certaines entreprises ne pourront pas se transformer. Et du coup, derrière, il y a quand même une logique de transformation juste, de transition juste, qui est, si demain on arrête de financer le charbon, par exemple, toutes les personnes qui travaillaient dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Et donc, tu vois, il y a quand même il y a quand même beaucoup de questions qui se posent derrière pour que les entreprises, les institutions financières puissent jouer le rôle vraiment qu'elles ont à jouer. Et pour le moment, le principal enjeu, c'est que les institutions financières pourront facilement te répondre que c'est pas leur mandat que de transformer l'économie réelle. Tu vois. Eux, leur mandat, historiquement, c'est de générer des retours sur une déclaration de BNP il n'y a pas si longtemps qui disait que leur rôle, c'était de financer l'économie et que ce n'était pas leur faute si l'économie était carbonée. Exactement. Donc, tu vois, ça pose beaucoup de questions. Et moi, je pense que, si tu veux, c'est pas propre à ce sujet-là, mais au sens large, si on veut faire changer les choses, il faut que tout le monde travaille ensemble de façon intelligente et des institutions financières toutes seules, si les entreprises ne jouent pas le jeu, elles ne pourront pas avoir d'impact. Des institutions financières toutes seules, si les superviseurs et les régulateurs ne leur mettent pas des contraintes, etc., elles ne pourront pas faire changer les choses toutes seules. Et c'est pour ça qu'on couvre tous ces sujets, en finissant les épargnants. Si toi-même, quand tu vas voir ton banquier, tu n'es pas à même de lui dire écoutez, moi je ne veux plus que mon argent soit utilisé pour financer le charbon, il aura peut-être moins intérêt à changer les pratiques au niveau de son groupe que si tu vas le voir en lui disant écoutez, moi de 1, je ne veux plus financer le charbon, mais en plus je veux que vous investissiez dans des entreprises qui vraiment
génèrent des changements dans l'économie réelle. Et du coup, c'est un peu l'histoire de l'offre et de la demande aussi. Et le marché, je pense que si toutes ces forces travaillent ensemble, et c'est pour ça un peu que... Enfin, c'est pas un peu, c'est pour ça que le projet dont je te parlais, Finance Climax, qu'on a construit, rassemble justement toutes ces parties prenantes. Si on les fait travailler toutes ensemble, je pense qu'il y a vraiment moyen d'initier des changements importants. Très clair. Donc pour terminer ce podcast, qui aimerais-tu entendre pour le prochain épisode de Monétique ? Alors, je t'avoue que j'ai failli être pris au dépourvu parce que j'allais pousser Léo et Eva Sadoun qui sont vraiment très très bons. On n'a pas encore eu Eva Sadoun. Alors, Eva Sadoun est vraiment super intéressante sur ces sujets-là. Très occupée, Eva Sadoun. Très occupée, malheureusement. On échange beaucoup avec une jeune banque qui s'appelle Helios, avec Maëva Courtois et Julia qui sont super intéressantes sur le sujet. Donc je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir quelqu'un comme ça dans votre podcast. Très clair, ça marche. Merci beaucoup Thibaut et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Monétique et le podcast de la finance durable et éthique. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/monétique ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique@goodvest.fr. Nous revenons dans 2 semaines avec un nouvel épisode. À bientôt sur Monétique.